Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour mon bilan lecture de février, qui arrive fin mars, mais de février quand même. Bon voilà, donc je reviens pour mon lecture bilan de février, pour mon bilan lecture de février 2021. Donc je sais qu'il arrive un peu tardivement, mais voilà, j'avais pas... on va dire que la situation sanitaire et les mesures, parce qu'on parle pas de confinement, on parle de, comment ils disent ça? De mesures restrictives. Restrictives. Renforcées. Mesures restrictives renforcées. Bon, enfin voilà, je pense que comme beaucoup de monde, je suis lassée, je suis dégoûtée, j'en ai marre, ma claque, enfin voilà, ça me fait chier, tout ce que vous voulez, donc voilà. Donc j'étais pas super motivée. Mais bon, je vais quand même vous dire ce que j'ai lu en février, ce que j'en ai pensé, voilà. Donc on va commencer. Donc j'ai lu la conique, mais bien sûr la colique, la conique, voilà, non mais humour du jour, bonjour. La conique, je vais y arriver, la chronique des Bridgerton, tome 1, Daphné et le duc de Julia Quinn. Bon, à moins que vous viviez sur une autre planète, ça vous a pas échappé qu'il y a cette série qui a été adaptée sur Netflix, série que j'ai beaucoup aimée. Donc suite au visionnage, j'ai eu envie de lire le premier tome de la chronique des Bridgerton. Bon, c'est pas un coup de cœur, c'est... Ouais, j'ai passé un bon moment. C'est bien écrit, mais vraiment sans plus, quoi. Bon, l'histoire, elle est assez similaire à ce qui se passe dans la série, même si pour ma part, j'ai nettement préféré la série. Bon, forcément, le gros point positif pour moi, c'est la famille de Daphné. Qui est absolument génial. Ils ont chaque enfant a vraiment une vraie personnalité. Sinon, après, pour le reste, bon, voilà, il y a une histoire d'amour entre Daphné et le duc. Dans le bouquin, c'est vachement moins pétillant. Ça fait limite banal, quoi, en fait. Donc, ouais, c'est une bonne lecture. J'ai passé un bon moment. Ça me laisse pas un souvenir de fou. Hein. J'irai la suite, enfin je tenterai de lire la suite, mais ça fera pas, absolument pas partie de mes priorités de l'année, quoi. Enfin, bon, c'est une bonne lecture. Je vous ai pas donné le synopsis, je vais le donner quand même si, voilà. Donc à la naissance de son fils, le duc de Hastings jubilé, hélas l'enfant bégayait. Affront insupportable pour le duc qui l'a renié sans pitié. Le jeune Simon a grandi solitaire et assoiffé de revanche. Après de brillantes études, il a bourlingué de par le monde jusqu'à la mort de son père et c'est désormais porteur d'un titre prestigieux qu'il rentre en Angleterre. Il est aussitôt assailli par une horde de mères prêtes à tout pour marier leur fille, mais Simon ne s'intéresse pas aux débutantes, sauf peut-être à Daphné Bridgerton, qu'il a rencontrée dans des circonstances cocasses. Comme Simon, elle voudrait juste qu'on la laisse en paix. Une idée machiavélique naît alors dans l'esprit du jeune duc. Voilà. Et la suite, bah, voilà. Si vous avez lu le livre ou vu la série ou les deux, bah, vous connaissez la suite. Voilà. Ensuite, c'était la découverte d'un auteur. J'ai lu Nymphéa Noire de Michel Bussy. Donc là, ça a été un coup de cœur. Donc je pense que beaucoup d'entre vous l'ont lu, mais je vais quand même vous lire le synopsis. Tout n'est qu'illusion, surtout quand un jeu de miroir multiplie les indices et brouille les pistes. Pourtant les meurtres qui troublent la quiétude de Giverny, le village cher à Claude Monet, sont bien réels. Au cœur de l'intrigue, 3 femmes. Une fillette de 11 ans douée pour la peinture, une institutrice redoutablement séduisante, et une vieille femme aux yeux de hibou qui voit tout et sait tout. Et puis bien sûr une passion dévastatrice. Le tout sur fond de rumeurs de toiles perdues ou volées, dont les fameux nymphéas noirs.
perdu ou volé, telles les illusions, quand passé et présent se confondent, et que jeunesse et mort défient le temps. Alors, quand j'ai terminé ce livre, bah, je savais vraiment pas quoi en penser. J'avais pris une grosse claque lors du dénouement, je vais y arriver, hein. Lors du dénouement final, j'avais aimé, ça c'était pas discutable, mais c'est the dénouement quoi. Mais bon, le problème c'est que j'avais trouvé quelques longueurs lors du récit, parce qu'il fait quand même 493 pages. Et je me disais, est-ce que c'est un coup de cœur, est-ce que c'est pas un coup de cœur? Franchement, j'en savais rien. Et après, réflexion, ouais, ça a été un coup de cœur. Parce que, mais en fait, juste pour la fin, parce que la fin, elle a vraiment été incroyable. Voilà, ça a été vraiment, comme je dis, une lecture incroyable, hallucinante, qui m'a vraiment tenue en haleine. La découverte de Michel Bussy, ça a été aussi une pure claque, j'avais jamais rien lu de tel. L'écriture, elle est hyper fluide, par contre c'est une écriture assez simple, c'est pas péjoratif quand je dis simple, avec un très bon style. Après j'ai entendu certains booktubeurs qui lui reprochaient justement cette écriture simple. Moi, je préfère une écriture simple avec une bonne histoire qu'une écriture flonflon, pardonnez-moi l'expression, je vais m'emmerder royalement pendant le roman, quoi. Voilà. Le style, bon, bah, bien évidemment, on est d'accord, quand on lit un bouquin, le style ne fait pas tout. On a beau avoir un super style, si l'histoire c'est de la merde, ça restera de la merde. Voilà. L'intrigue, bah, elle est vraiment à couper le souffle. Enfin, moi, quand j'ai lu la fin, j'ai vraiment été scotchée, quoi. À aucun moment, je me suis doutée de ça. Mais j'en dirai pas plus, pour pas spoiler. Donc voilà, il y a juste à savoir, un meurtre a été commis, voilà, et à Giverny, et voilà. J'en dirai pas plus pour pas justement spoiler. Et vu l'intensité du bouquin, bah, je veux surtout pas en parler parce que sinon ça pourrait tellement. Enfin, ouais, ça pourrait vraiment. Disons que si j'en parle, je pourrais dévoiler des trucs et je veux pas. Moi, tout ce que je vous invite à faire, c'est lisez-le. Les descriptions de Giverny sont vraiment magnifiques. C'est vraiment une bonne lecture que j'ai adorée et je peux que vous le conseiller. Donc ensuite, j'ai lu Vox de Christina Dalcher. Donc je vais vous donner le synopsis. Jean McClellan est docteur en neurosciences. Elle a passé sa vie dans un labo de recherche, loin des mouvements protestataires qui ont enflammé son pays. Mais désormais, même si elle le voulait, impossible de s'exprimer. Comme toutes les femmes, elle est condamnée à un silence forcé, limité à un quota de 100 mots par jour. En effet, le nouveau gouvernement en place, constitué d'un groupe fondamentaliste, a décidé d'abattre la figure de la femme moderne. Pourtant, quand le frère du président fait une attaque, Jean est appelée à la rescousse. La récompense, la possibilité de s'affranchir et sa fille avec elle, de son quota de mots. Mais ce qu'elle va découvrir alors qu'elle recouvre la parole pourrait bien la laisser définitivement sans voix. Christina Dalcher nous offre avec Vox un roman dystopique, glaçant qui rend hommage au pouvoir des mots et du langage. Alors quand j'ai commencé ce livre, je me suis dit, waouh, ça part bien, ça commençait bien, ça me faisait penser aussi un petit peu à La Servante écarlate, les femmes n'ont plus de droits, réduite à un quasi-silence, parce que bon, inutile de dire que 100 mots par jour, ça revient à dire... ça revient à quasi-droit de ne pas parler, parce que bon, 100 mots, c'est vraiment minime. Je me dis chic, ça part bien, j'en attendais vraiment beaucoup. L'héroïne, docteur en neurosciences, se fait enlever ce fameux bracelet, parce que comme c'est écrit dans le synopsis, elle doit soigner le frère du président, et donc ils ont besoin de ses capacités pour ça. Et à partir du moment où ils enlèvent le bracelet, et où elle recouvre... le droit de parler et une vie, on va dire quasi normale, hein, parce que bon, c'est pas non plus la fête. C'est un drame, quoi. C'est pas un drame dans le sens drame dans l'histoire, c'est que c'est un gros n'importe quoi en fait. Là, c'est
un imbroglio d'événements, c'est brouillon, c'est incompréhensible, tout devient flou, bizarre, ennuyeux, enfin, je m'en suis perdue, mais je ne comprenais plus rien à ce que je disais. Le stylo de l'autrice m'a gonflé. Ça devenait vraiment n'importe quoi. C'était horrible. Vraiment ennuyeux, mal écrit. J'ai rien ressenti, quoi. Pour moi, c'est absolument plat et mauvais, quoi. Je le conseille vraiment à personne. C'est un flop à oublier d'urgence. Et pourtant, c'était prometteur, hein. Franchement. Mais non. Alors, ensuite, j'ai lu Les choses humaines de Karine Thuil. Donc, je vais vous donner le synopsis. Les Farrell forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste politique français. Son épouse Claire est connue pour ses engagements féministes. Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans une prestigieuse université américaine. Tout semble leur réussir, mais une accusation de viol va faire vaciller cette parfaite construction sociale. Le sexe et la tentation du saccage, le sexe et son impulsion sauvage sont au cœur de ce roman puissant dans lequel Karine Thuil interroge le monde contemporain, démonte la mécanique impitoyable de la machine judiciaire et nous confronte à nos propres peurs. Car qui est à l'abri de se retrouver un jour pris dans cet engrenage? Alors, c'est pas évident d'émettre un avis sur ce sujet et sur un livre qui est aussi difficile, parce qu'il est difficile. Parce que le sujet du viol, c'est un sujet sensible. Et sauf que quand c'est vraiment avéré, enfin pour moi, là, surtout dans ce roman-là, rien n'est ni tout blanc ni tout noir. J'aborderai pas le sujet ici des questions que posent les enquêteurs quand il y a une plainte de viol qui est déposée, genre vous étiez habillé comment, qu'est-ce que vous avez fait pour provoquer ça, enfin ça, qu'on porte un jean, une jupe, enfin ce que vous voulez, un short, c'est du pareil au même. Donc on traite dans ce roman, Karine Thuil, l'autrice, traite du viol, du mouvement MeToo et balance ton porc. Enfin voilà, c'est... Mais aussi et surtout, le venin déversé sur les réseaux sociaux parce que le personnage de l'histoire, parce que le personnage masculin, je vais y arriver, est forcément le salaud de l'histoire. Mais ici, en fait, dans ce roman, c'est vraiment plus nuancé parce qu'on essaie vraiment de comprendre ce qui se passe du côté de l'agresseur et de l'agressé. Et dans ce roman-là, c'est ça justement, c'est justement ce que j'ai bien aimé, c'est prouver que tout n'est pas ni tout blanc ni tout noir en fait, et que la vérité, elle peut se trouver des deux côtés, Là, dans ce roman-là, c'est particulier en fait, c'est vraiment particulier. Et puis aussi parfois je me dis, moi je suis une femme, voilà, je me dis, je me mets parfois à la place d'un homme qui se dit, j'irais bien parler à cette femme, et on a dit juste parler, hein, sans arrière-pensée, mais parce que sinon il peut se dire aussi, un homme peut très bien se dire, je vais pas aller lui parler, parce que si je lui parle, elle va peut-être penser que je l'agresse, ou que j'ai des arrière-pensées malsaines, sexuelles, et que du coup je vais passer pour un agresseur, alors que non, c'est pas parce qu'un homme parle à une femme que forcément, et non, tous les hommes ne sont pas des espèces de porcs qui veulent absolument, j'aime pas dire porc, mais parce que c'est porter un jugement, mais des hommes qui veulent juste coucher coûte que coûte, hein, faut pas croire, hein, il y a certaines nanas qui sont pas en reste non plus, hein, enfin bref. Je vais arrêter pour mes avis perso, c'est pas le sujet. J'ai beaucoup aimé le livre, c'est une écriture vraiment fluide, directe et tranchante. Ça va à l'essentiel, ça part pas dans tous les sens. J'ai découvert donc Karine Thuil avec ce roman et j'ai beaucoup aimé. Alors, même si j'ai bien aimé, le seul bémol c'est que c'est long à se mettre en place. On apprend à connaître chacun des personnages et du coup ça donne quelques longueurs. Maintenant il y a un personnage dans le roman qui est juste à gerber. Jean Farrell. Alors déjà ce mec là c'est juste une ordure, un être méprisable qui mérite juste un bon coup de pied bien placé parce que
Déjà, c'est un mauvais papa, un père abominable, un mari abject qui cocufie sa femme dès qu'il y a une nana, une midinette qui lui jette 2 ou 3 œillades. Et la phrase qui dit dans le roman un viol, ça n'est que 20 minutes d'action, comment lui dire que l'enterrer dans le jardin, ça serait que du jardinage, quoi. En fait, cette phrase-là, elle m'a choquée, quoi. Bon, pour en conclure, c'est un bon livre. C'est tranchant, incisif, ça donne à réflexion et ça ne peut pas laisser indifférent. Soit vous allez aimer, soit vous allez détester. Il n'y aura pas de juste milieu. Il n'y aura pas de « ouais, c'était bien ». Non, après, voilà. Je pense qu'il faut le lire. Franchement, il n'est pas très long, il fait 350 pages. Ça se lit assez vite, mais franchement, c'est pas mal. C'est pas ce que j'ai l'habitude de lire, mais celui-là, il était pas mal. Voilà, on passe au suivant. Alors après, j'ai lu Sa vie dans les yeux d'une poupée d'Ingrid Desjours. Pareil, donc c'est un thriller, il fait 327 pages, donc je vais vous donner le synopsis. 2 écorchés vifs, 2 rêves de seconde chance, un regard pour renaître. Provocateur, cynique et misogyne, Marc est affecté à la brigade des mœurs. Après un grave accident. Dans le cadre d'une enquête, il croise la douce Barbara. Le policier est troublé par son regard, presque candide, touché par cette fragilité que partagent ceux qui reviennent de loin. Ému au point de croire de nouveau en l'avenir, mais il est aussi persuadé qu'elle est la pièce manquante, le pion à manipuler pour démasquer le psychopathe qu'il traque. Et s'il se trompait? Le pire des monstres est parfois celui qui s'ignore, quand bien même il rêve dans sa vie dans les yeux d'une poupée. Alors j'avais entendu pas mal de bons échos de ce thriller, donc dans la sphère livresque, et je me suis donc décidée à l'emprunter à la bibliothèque de ma ville. Bon, quand je dis pas mal de bons échos, c'est que on avait de très bons avis, voire même des coups de cœur chez certaines personnes. Mais chez moi, ça n'a pas été du tout le cas. Ça a même été une lecture horrible. Alors le premier point qui fait que ça m'a dérangée, c'est la vulgarité. J'ai jamais lu un livre avec autant de gros mots. Mais pas des gros mots con, merde, enfin pas les petits gros mots. Hein. C'est hyper trash au niveau du langage. Je dis des gros mots comme la plupart des gens, hein, mais là, c'est du haut niveau. Et ça m'a personnellement dérangé tout au long de ma lecture. Le second point qui m'a déplu, bon en même temps vous allez me dire t'avais qu'à pas le lire, ok, la scène du viol qui arrive rapidement, ça rejoint le point 1. Mais là en fait dans la scène du viol t'as tous les détails sordides quoi. Et là encore c'est d'une vulgarité quoi. Je pensais pas que c'est nécessaire d'aller aussi loin. Ok, elle s'est fait violer, c'est pas cool, on est d'accord, mais on n'a pas besoin de tous les détails sordides, ni des sensations tactiles, ni odorantes. Hein. On s'arrêtera là. Ça m'a filé la nausée de toute façon. Donc ça m'a déstabilisé vraiment que ce soit autant raconté. Et le troisième point, bah, j'avais deviné la fin. Et ouais, donc le pourquoi des agissements de Barbara. Et c'est dommage, franchement, parce que je m'attendais à une révélation extraordinaire. Et ben non, comme j'ai deviné, bah forcément c'est un flop. Voilà. Donc en gros c'est vraiment une lecture en demi-teinte. J'ai vraiment détesté le style de l'autrice d'Ingrid Desjours. C'est je crois que c'est un livre, enfin je pense pas qu'on soit obligé, mais que ce soit un homme ou une femme c'est pareil, hein, mais je pense pas qu'on soit obligé de rentrer dans une telle vulgarité. Quoi. Parce que c'est vraiment de la vulgarité. Écrire, se retrouver avec des gros mots dans un bouquin, ouais, pourquoi pas. Mais là, c'est vraiment... Et ça gâche tout, en fait. Elle, de toute façon, c'est clair, relire un bouquin d'elle, c'est non. D'emblée, c'est non. Ce qui est dommage, c'est que la trame de l'histoire, elle est bonne. C'est un bon thriller, c'est une bonne histoire, mais il y a trop de points négatifs. Puis j'ai franchement pas envie de la relire, c'est une catastrophe.
Donc ensuite j'ai lu un livre, j'ai lu un livre jeunesse, classé jeunesse et thriller, qui s'appelle C'est pas de ma faute, de Samantha Bailly et Anne-Fleur Huon. Alors je vais vous dire le synopsis. Un clic et la vie de Lolita se retrouvent sur YouTube. Quel secret cache-t-elle? Prudence est la plus grande fan de Lolita, la célèbre youtubeuse. Or un jour Lolita disparaît des réseaux sociaux. Quel secret dissimule son image si parfaite? Entre disparition et enquête, caméra et écran, mensonge et vérité, Prudence et Lolita dansent un ballet qui pourrait se révéler mortel. Le synopsis du bouquin s'annonçait bien. Un livre classé jeunesse thriller, je vais y arriver. La disparition d'une célèbre youtubeuse, tout démarrait bien. Et au fur et à mesure de la lecture, tout se dégradait. Il y avait de moins en moins de choses probables en fait. Ça partait dans tous les sens et surtout dans un gros n'importe quoi. Tout est invraisemblable. Invraisemblable. On a l'impression, moi j'ai eu l'impression, on prend tous les soucis des ados, on met tout dans un shaker, on secoue, hop, et le livre y écrit. Magie. Non mais franchement, en fait le mystère annoncé, il nous annonce un mystère dans le synopsis, mais en fait il n'y a pas de mystère. On voit bien les dérives des réseaux sociaux, là c'est un bon point, honnêtement c'est un bon point, mais pour tout le reste c'est un flop. Et quand j'ai su le pourquoi, le fin mot de l'histoire, ça a été une grosse déception. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc c'est vraiment encore une fois une lecture à oublier de toute urgence. Ensuite j'ai lu, et c'est le dernier livre que j'ai lu, Le Consentement de Vanessa Springora. Donc c'est un tout petit livre de 216 pages. Donc je vous lis le synopsis, même si je pense que vous en avez entendu beaucoup parler. Au milieu des années 80, élevée par une mère divorcée, Vanessa, dont V comble par la lecture le vide laissé par un père aux abonnés absents. À 13 ans, dans un dîner, elle rencontre G, un écrivain dont elle ignore la réputation sulfureuse. Dès le premier regard, elle est happée par le charisme de cet homme de 50 ans, au faux air de bonze, par ses œillades énamourées et l'attention qu'il lui porte. Plus tard, elle reçoit une lettre où il lui déclare son besoin impérieux de la revoir. Omniprésent, passionné, G parvient à la rassurer. Il l'aime et il ne lui fera aucun mal. Alors qu'elle vient d'avoir 14 ans, V s'offre à lui corps et âme. Les menaces de la brigade des mineurs renforcent cette idylle dangereusement romanesque. Mais la désillusion est terrible quand V comprend que G collectionne depuis toujours les amours avec des adolescentes et pratique le tourisme sexuel dans les pays où les mineurs sont vulnérables. Derrière les apparences flatteuses de l'homme de lettres se cache un prédateur couvert par une partie du milieu littéraire. V tente de s'arracher à l'emprise qu'il exerce sur elle, tandis qu'il s'apprête à raconter leur histoire dans un roman. Après leur rupture, le calvaire continue car l'écrivain ne cesse de réactiver la souffrance de V à coups de publications et de harcèlement. Donc, elle écrit « Depuis tant d'années, mes rêves sont peuplés de meurtres et de vengeance, jusqu'au jour où la solution se présente enfin sous mes yeux comme une évidence. Prendre le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans un livre, écrit-elle en préambule de ce récit libérateur. » Donc il faut savoir que G, c'est un auteur qui existe, c'est une histoire vraie, donc c'est bien écrit, c'est un témoignage, et que j'ai appris ça dernièrement sur une chaîne littéraire. Il a écrit un bouquin pour répondre à Vanessa Springora suite à son livre qu'elle a écrit, Le Consentement, et il vend ça 100 €. Donc le mec, c'est juste un escroc en plus. Bon. J'ai lu le livre dans le cadre du challenge à la base Mars au féminin, même si je l'ai commencé fin février, que je l'ai fini début mars. Ça me faisait super envie, je voyais beaucoup d'avis dithyrambiques sur ce témoignage, mais pour moi, ça a été laborieux, du début à la fin. Et je me suis fait violence pour le terminer, malgré le peu de pages, 216 pages, donc voilà. Alors, on va parler du point positif, le style de l'autrice, qui est bon, voire même très bon. Mais pour le reste, tout n'a été que lourdeur, ennui et récit glauque. Ce qui m'a déplu, c'est ses lignes et ses passages à n'en plus finir.
sur les différentes pratiques sexuelles dans les chambres de bonne et dans les chambres d'hôtel. Je suis pas prude, mais là, mais de savoir comment se passait leur relation sexuelle, ça n'apportait absolument aucun intérêt. De savoir qu'ils voyageaient pour aller se taper des petits garçons dans des pays étrangers, ça m'a littéralement donné la gerbe. Ça m'a dégoûté. Et que limite, ce type se permet de leur dire qu'il leur fait une fleur en s'intéressant à ces jeunes ados, qu'elles soient filles ou garçons. Non mais franchement, on se fout de qui là? Le mec c'est juste un gros dégueulasse quoi. Excusez-moi quoi. Pour moi ce livre c'est juste une apologie de la pédophilie quoi en fait. Et de faire style, je suis un écrivain connu, donc je peux faire tout ce que je souhaite sans impunité, ça m'a dégoûté. Et le pire, et le summum du summum, c'est qu'on atteint le haut niveau pour moi de conneries et de bêtises. Mais c'est la mère de V quoi. La mère de V, elle laisse sa fille de 14 ans aller avec ce type. Elle se doute pas qu'il joue bien, elle se doute bien qu'il joue pas au Monopoly quoi. Et elle dit rien. Désolée pour le Monopoly, mais elle dit rien. Elle laisse faire. Vas-y, tape-toi un vieux qui a 40 ans de plus que toi, mais c'est pas grave ma fille. Mais elle vit dans quel monde la mère? Franchement, enfin bref. C'est une lecture moche, sordide. C'est vraiment glauque, quoi. Et j'ai absolument rien aimé. C'est juste un bouquin dégueulasse. Voilà. J'ai pas d'autres termes. Je suis désolée pour Vanessa Springora, mais voilà, à un moment, faut dire les choses. Bon, voilà pour mes lectures de février. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à vous commenter. À vous commenter, bien sûr, à vous abonner, à commenter, à mettre des pouces bleus, à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou si vous comptez à lire, si vous comptez en lire. Ça aurait été une vidéo au niveau langage, si vous avez compris, tant mieux. Sinon, prenez soin de vous, voilà, soyez prudents, voilà, je vous dis à très très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Bye bye tout le monde.